Mercredi 5 mai 2021, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour, bon réveil à chacun et à tous. Nous espérons que la matinée commence très bien. Eh bien, nous sommes là pour apporter notre petite contribution pour vous donner la bonne humeur, la bonne ambiance, de l'humour et surtout des informations utiles. Et nous sommes mercredi, vous savez, le mercredi est artistique et nous aurons une grande voix de la musique à la maison. Bonjour, Danonda. Ah, Sochoum, bonjour. De l'humour. De l'humour? Ah, bon, ça commence bien. Ah, mais c'est vous, hein? Mais voilà. Oh, il disait tantôt de l'humour. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Le réveil, ça a été, vous êtes en pleine forme, j'espère. En tout cas, on vous réserve de très bonnes choses. Les mercredis, vous savez, on sait très bien faire ça ici, de la très bonne humeur, hein. On vous en donne. Ah ouais. Gratuitement en plus. Ah, en plus. Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, hein, nous démarrons comme sur des chapeaux de roue et tout de suite, la première rubrique de votre émission, les merveilles du Bénin. La cité des Kobourou qui nous accueille ce matin dans Merveille du Bénin. Vous avez pu constater les différentes facettes de cette belle ville de la partie septentrionale de notre pays. C'est discutable, bien sûr. Certains disent que c'est beaucoup plus la partie méridionale, d'une certaine façon. Oui. Puisque Parakou n'est pas tout à fait au nord du pays. Beaucoup, c'est au centre. C'est au centre, voilà, plus précisément. Oui, voilà. De toutes les façons, nous étions donc dans le pays de Chokourou. Eh bien, c'est ça. Ah ouais, le chokourou, c'est le yam pilé, avec la sauce d'arachide. On peut trouver à n'importe quelle heure. C'est pas ici, on prend ça comme déjeuner. Là-bas, même là, c'est souper. Je vous ai dit, non, moi, je suis sorti à 23h30, 0 à Paris pour me promener, mais j'ai vu, ça faisait plonk. Donc, ça pilait de l'iam. Et ce n'est pas l'iam d'hier. Hein? Non, c'est sur le fait. Vous avez vu, il y a la marmite et puis les garçons autour. Et bon, c'est la bonne ambiance, voilà quoi. Allez, pour les vacances,
je vous le dis, hein, les vacances, ça arrive déjà avec les enfants. Commencez déjà par faire votre programme, de les amener à Parakou, à Nati, faire découvrir tout le pays. Ça va être bien pour les petits bouts de chou et pour vous-même, pourquoi pas. Les enfants ont appris Bioguera. Oui, voilà. En histoire. En Est-ce qu'ils ont même encore histoire? Ah ouais, bon, tellement les choses changent. Il y a la place Bioguera là-bas, ah oui, il y a la stèle de Bioguera là-bas voilà. qu'il faudra aller voir. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, ce que nous allons voir tout de suite, c'est l'instant humour avec nos comédiens. Ce matin, c'est une, on va dire, une association, une collaboration avec Abyss 229, l'homme qu'on appelle la Foutonton. Et puis, ça colle un peu à l'actualité. Et on regarde et puis on revient. Oui. Mon frère, non mais arrête de le regarder, non. Quand on est en carême, on ne regarde pas celui qui mange. D'accord? On va dire astagfirullah. Oui. Oui, Carême là, c'est long comme ça. Mais non, on ne fait pas ça. Arrête de me regarder comme ça, mon frère. Quand on est en carême, on ne fait pas ce que tu as envie de faire. Hein? C'est haram. Lui, c'est kéféri. Je suis fatigué. Mon frère, on ne dit pas ça. Hein? C'est presque fini à 14h. Ça va finir bientôt. Attends. Bon, on va faire des prières là. Ah, ok. On va se lever faire des prières là. D'accord? Bah, tu as tout. Só com isso sabor ao creme. Tu bola então tu adora. Tu tu já não tu. Allahu Akbar. Ah não vou ver o ha. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Seigneur Allah, on a ouvert le calque. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mon frère, tu as quoi, mon frère? Mais mon frère, tu ne peux pas nous aider? Si c'était un fois musulman, il allait m'aider, mais tu ne peux pas nous aider, tu ne vois pas qu'il est tombé? Depuis que tu es là, est-ce que je peux parler? Mais on est des amis, fait carême avec moi, il est en carême. Mon frère, Carême là, c'est pas n'importe qui fait ça. Là, c'est mieux. Moi, je ne suis pas ton ami. tu es mon ami. Mais pourquoi moi je ne veux pas faire carême avec toi? Et ça, quoi, toi? Moi, je vais c'est à cause de votre viande. Viande de mouton là, c'est à cause de ça, il fait ça. Parce que le jour que vous avez tué le mouton là, et qu'il y a un ami. Quand le problème est débois. Mais qu'est-ce que je peux lui faire, mon frère? Qu'est-ce que je peux lui faire? Il faut nous aider, non? Comment on appelle Akassa? De Akassa, son piment. Oui, Greta qui l'a dit. Tu veux manger Akassa avec piment? Mon frère, il sait le faire. On commandait à Béli, avec sauce d'arachide là. Non, mais tu es en Gabon, on ne mange pas, non? Ah, Aladji, je ne veux pas. Tu vas rejoindre ton ami. Mais toi, tu vois qu'on est en carême, mais tu manges devant moi. Est-ce que c'est bien, mon ami? Est-ce que c'est bien ce que mon tu ami, fais? j'ai loué. Attends. Tu vas le rejoindre et vous allez manger. D'accord, on est dit. Eh oui, c'est pas facile, hein. Notre ami Afoutonton est un provocateur attitré. Mais il n'aurait jamais dû. Quand même. La tentation même là, c'est ça. Il vient s'asseoir avec son plat à côté des autres qui sont en train de faire la prière. Et le second là, celui qui est tombé, mais lui, on comprend qu'il n'est pas habitué, il n'est pas musulman peut-être.
Et donc, par solidarité, pour accompagner son ami, il jeûne, il prie avec lui. C'est une très bonne chose parce que quand on jeûne, on prie ensemble, en groupe, ça fait toujours du bien. C'est ça. Mais c'est sans tenir compte de son ventre. Et donc, il continue. C'est quand même bizarre. Donc, Mais en fait, moi, j'ai compris que à vous tout, on est allé le tester. Ah ouais? C'est en fait un test. Comment ça? Ben oui. Pour voir s'il va Il a dit quoi? résister. Il a dit, moi là, je suis ton ami, non? Est-ce que moi, je suis venu Moi, je ne le fais pas. Ben voilà. Lui, il se connaît. Il sait qu'il ne peut pas. Et il paraît que l'ami là en question ne peut pas. Et oui, à tous les frères et sœurs, à toutes les sœurs qui musulmans et musulmanes qui jeûnent, qui font le jeûne musulman, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Ça, c'était juste pour rigoler, mais c'est pour dire que si vous ne faites pas le jeûne et que vous avez des amis à côté, merci de respecter, de les soutenir en vous éloignant un tout petit peu avec vos plats succulents. Parce que bon, dans quelques jours, le jeûne va finir et puis bon, voilà, tranquillement, on va retrouver l'ambiance ordinaire avec nos frères et sœurs musulmans. C'est ça. Vous jeûnez avec les... Non, vous jeûnez pas. Je les soutiens. Oui. Très souvent, on leur apporte du fruit. Oui, c'est ça. Pour les encourager, rupture, pour la rupture du jeûne. Voilà, oui. Voilà. Mais je ne vais pas jusqu'à jeûner. En espérant qu'à la fête de la Tabaski, il y aura des gigots de boutons. Ça, c'est à Foutoutoun qui a dit ça. Non, ça n'engage que lui. Nous nous soutenons sans arrière-pensée. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Allez, on va à présent découvrir le clip de ce jour. Et vous savez que le clip du jour annonce un peu l'artiste que nous recevons le mercredi à la maison. Aujourd'hui, c'est artistique. Hein, donc, ensemble, découvrons celle que nous allons recevoir. Oluwakemi. Oh. L'amour que j'ai pour toi, c'est pour l'éternité, comme Dieu nous a aimés. Pour l'éternité. L'amour que j'ai pour toi, c'est pour le meilleur, pour le pire, comme Dieu nous a donné. La vie éternelle. Je veux passer toute ma vie avec toi, mon bébé. Le reste de ma vie avec toi, mon amour. Tu es si magnifique, tu es si adorable, tu m'as comblé de joie, comme Dieu qui m'a sauvé. Tu es si magnifique, tu es si adorable, tu m'as comblé de joie, comme Dieu qui m'a sauvé. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Adolphe. On s'y réel sniper. Ay, fuma ça. Ayeti chao fumi tele. Ni bati mo agbade ololu femi. Kini gbogbo adi petele fún emi lẹ́ni.
mesdames, messieurs, on va retrouver l'ambiance tout feu, tout flamme tout à l'heure. Bien sûr, c'est Olua Kemi, la mélodieuse qui est à la maison. On va la recevoir tout à l'heure en fin d'émission pour connaître un tout petit peu son actualité et puis faire un petit zoom sur son parcours et tous ses projets. Allez, on va la retrouver tout à l'heure, mais tout de suite, il s'agira plutôt... De nous dire qui est votre paracétamol. Ben, je vous le dirai après en antenne. Allez, ce que nous allons faire, mesdames, messieurs, en attendant donc de retrouver les différents paracetamol par ici. Ben oui, hein, c'est clair. Si les paracetamol sont absents ou absentes, c'est qu'il y a problème. Vraiment? Ah ben oui, c'est très important d'en avoir. Allez, mesdames, messieurs, vous le savez, l'un des moments les plus forts de votre émission, c'est bel et bien le débat que nous faisons sur des faits de société. Et cela ne va pas manquer ce matin. Nous allons justement en parler d'un phénomène juste après ce jingle. Des familles autrefois bien paisibles, des frères et sœurs qui s'entendent comme cela n'est pas permis, des pères et des mères qui sont tranquilles. Et puis un jour, le drame survient. Des frères et des sœurs se découvrent être des ennemis. Tous les coups sont permis, parfois jusqu'au drame fatal. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage ou des héritages à se partager quand un ou les parents s'en vont. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui conduit les familles à se retrouver dans ces drames, dans ces déchirures suite à la question de la succession? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous parlons donc ce matin du partage de l'héritage avec les enfants d'une même famille et comment gérer cette situation pour ne pas arriver à des drames. Et pour en parler justement, nous avons des voix autorisées sur le plateau. Bien sûr, nous avons des voix autorisées. Mais Egla, il est profane, il va nous donner son avis sur le sujet. Merci d'être là, bonjour. C'est un plaisir, bonjour madame. Le plaisir est partagé et nous avons un spécialiste en la matière, madame Véronica Kankossi Degueno, vous êtes notaire, merci d'être là. Merci madame. Bonjour. Merci. Au téléphone, nous aurons Damien Falana, avocat au barreau béninois. Et oui, mesdames, messieurs, voilà le décor planté avec nos invités. On va commencer tout de suite par maître Véronique Akankossi Degueno pour faire une toute petite définition de ce que l'on appelle ou de ce que l'on entend par la succession. Merci, monsieur le journaliste. La succession, d'abord, il faut savoir dans quel cadre on en parle. Dans votre introduction tout à l'heure, vous l'avez indiqué, c'est lorsque une personne meurt. Et à ce moment-là, on dit sa succession s'ouvre. La succession s'ouvre, ça veut dire que les biens qui ont appartenu à cette personne aujourd'hui décédée doivent être transférés à des personnes qui sont encore en vie. Et cela s'explique par le principe que la personnalité de l'homme, la personnalité juridique, s'arrête à son décès. Quand on meurt, on devient un néant, un zéro. Zéro. On n'a plus d'existence juridique. Tel que vous le dites, ça choque, hein? Ça donne des frissons. C'est la Mais pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, comme c'est la réalité. Nous ne sommes que des statistiques. Exactement. Et donc, au décès, vous n'avez plus la capacité que constitue ce qu'on appelle le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'aptitude d'une personne à acquérir des biens. Et si vous n'êtes pas une personne, vous ne pouvez plus acquérir de biens. Et ce que vous avez déjà acquis, la loi organise son transfert vers des personnes en vie. Donc voilà ce que c'est que la succession. Et donc la succession s'entend donc de ce mécanisme de transmission des biens d'une personne décédée, comme le terme renvoie également à l'ensemble des biens laissés par le défunt. Donc il y a deux acceptions. Voilà. Mais maître Degueno, dites-nous, comment se fait-il que des familles qui, jusque-là, de façon apparente, s'entendent bien, on voit les enfants se retrouver les uns chez les autres pour faire la fête, ou bien chez les parents, et puis c'est la bonne ambiance, puis un jour, c'est la catastrophe.
on découvre qu'on est plutôt des ennemis, on ne s'entend plus du tout. Parce qu'entre-temps, papa est parti ou maman est partie, laissant des biens dont le partage pose problème. Maître Degueno, dites-nous, qu'est-ce qui conduit à ces situations dans notre pays? Cher monsieur le journaliste, c'est un spectacle désolant. Désolant auquel nous, professionnels de la matière, nous sommes confrontés presque au quotidien. Parce que comme vous l'avez dit, rien ne présage des tumultes, des désordres qu'on observe au décès de certaines personnes. Et la raison, on peut la retrouver à 2 niveaux. Le premier niveau, je l'impute à la personne décédée. La personne décédée à qui la loi a laissé toute latitude pour organiser sa succession. Parce que le législateur sait très bien que lorsqu'il s'agit de biens matériels, les convoitises, les envies, les suspicions sont légion. Et donc, il a mis des mécanismes en place pour que, déjà de son vivant, chacun organise pour dire à mon décès, voilà comment mes biens seront transmis. Donc, ce mécanisme existe, mais la plupart des gens l'ignorent royalement. C'est le mécanisme du testament et on pourra en reparler si vous le souhaitez. D'accord. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau concerne la matière. On a parlé de biens. Et chaque fois qu'on parle de biens, de patrimoine, d'argent, il y a chez l'individu l'envie d'accaparement. Chacun veut prendre. Non pas seulement ce que la loi l'autorise à prendre, mais prendre plus, et même s'il peut priver les autres intégralement et s'accaparer de tout, il n'hésitera pas. Donc c'est la matière elle-même qui est tentante et qui glisse généralement vers ces conflits. D'accord. OK. Monsieur Aimé Gla, vous avez suivi notre notaire. Est-ce que vous retrouvez réellement dans ces 2 aspects qui conduisent les frères et sœurs à devenir des ennemis lors de la succession? Alors, je salue les téléspectateurs, je salue Maître. Oui. Alors, comme Maître vient de l'expliquer, c'est un phénomène qui vraiment court les rues aujourd'hui. Je vais parler de mon propre cas que j'ai vécu. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste de la matière, je ne suis pas juriste, mais l'expérience que j'ai vécue m'a amené à comprendre un peu comment ça fonctionne et à voir un peu ce que l'homme doit faire normalement vraiment pour éviter les problèmes à l'avenir. Alors moi j'étais encore jeune au collège en 97, précisément quand notre papa était parti. J'étais l'avant-dernier des enfants, donc j'étais mineur, j'étais mineur. Mais on avait un grand frère qui, enfin je ne vais pas le qualifier, mais qui très tôt a vite fait de commencer à vendre les quelques palmeraires et les quelques portions de terre que le vieux avait laissées. Sans l'avis des autres. Exactement. Alors comme Maître le disait aussi tout à l'heure, notre vieux n'avait pas eu la présence d'esprit de laisser le document qu'on appelle testament. Alors avant même que mon jeune frère et moi n'atteignions la majorité, il n'y avait vraiment plus rien. Voilà, c'est quand moi j'avais commencé le collège, j'avais eu le bac et j'ai commencé à comprendre grand chose quand j'avais commencé à comprendre certaines choses que j'avais voulu comprendre davantage ce qui s'était un temps passé et des biens laissés par le vieux. Bon, c'est là que maman m'avait expliqué, m'avait parlé des biens que papa avait avant de décéder et de ceux que le grand frère avait déjà vendus. Alors, j'ai des amis qui m'ont dit que je pouvais mener certaines actions pour remettre en cause certaines ventes et tout ça là. Mais socialement et sociologiquement, ça allait créer beaucoup de problèmes, ça allait vraiment créer assez de problèmes. Encore que ceux à qui il avait vendu les choses étaient encore des gens proches, des gens de... Donc ça risque d'être une histoire de famille. Ça allait embraser beaucoup la famille. Alors les seules choses, les quelques-unes que moi j'avais eues, enfin qui étaient encore restées et qu'on avait réussi à partager,
c'était une portion de la maison familiale qui était restée, alors qu'il y avait vraiment des domaines qu'il avait vendus. Bon, ça c'était 12 ans plus tard, c'était 12 ans plus tard qu'on avait réussi à faire ça, mais c'était une longue procédure. C'était une longue procédure avant qu'on en arrive à sécuriser la portion de terre qui restait pour qu'on en juste un peu. Et dans cette portion, lui qui a vendu tous les autres biens, il en a eu encore? Oui, il en a eu. Parce qu'avant qu'on en arrive à partager la portion de terre qui est restée, il y avait vraiment une longue procédure. On avait d'abord fait un conseil de famille, on avait désigné un gestionnaire, on était allé au tribunal pour homologuer, puis il fallait désigner aussi un liquidateur. En fait, c'était une longue procédure pour en arriver à avoir l'autorisation de vendre. Parce que, en fait, la portion de terre n'était plus vaste pour qu'on la morcelle pour vendre. Donc, la morcelle pour se partager, il fallait vendre et se partager l'argent. Donc, il fallait désigner, faire des procédures au tribunal. C'est comme ça, c'est réglé. Alors, pour éviter tout ça, comme elle disait, notre vie aurait pu laisser un testament et puis on n'en serait pas arrivé à avoir des petits problèmes. Bon, c'est vrai que c'est le grand frère seul qui a tout vendu. On était 8. Mais quelle a été la réaction? 8 en plus? Oui, on était 8. Mais quelle a été la réaction des autres frères? Vous étiez Le les derniers. On n'était que 3 garçons, mon jeune frère et moi, et le grand frère. Donc, sociologiquement, le grand frère disait que les femmes n'avaient pas droit, n'avaient pas droit à l'héritage. Donc, comme il était grand frère et les 2 garçons que nous étions, mon petit frère et moi, étions des mineurs. Donc, il a décidé au nom de tout le monde. Voilà, donc il avait vraiment cette facilité-là de tout vendre. Et comme au village, tout le monde savait que, bon, les femmes, enfin, tout le monde se disait que les femmes n'avaient droit à rien et que c'était le seul garçon l'aîné. Donc, on achetait chez lui facilement. Il y avait plus de femmes que d'hommes dans la famille, en plus. Oui, on avait plus de sœurs que de frères. Donc, malheureusement, c'est l'expérience qu'on a vécue. Mais je pense que jusqu'au bout, j'ai compris beaucoup de choses. Et si l'expérience était à revivre, je pense qu'il fallait... Ça allait se passer autrement. C'est ça. Mais la loi, le législateur a laissé vraiment beaucoup d'ouverture pour prévoir et gérer la succession des humains que nous sommes. Il ne faut vraiment pas attendre un décès avant de commencer à courir à gauche et à droite. Je pense que Maître va nous expliquer davantage comment ça peut s'organiser cette succession-là. Et par rapport à ça, Maître, vous pensez réellement que le testament règle un problème? On a eu dans ce pays des cas, des situations où des enfants ont rejeté le testament rédigé par leur père de son vivant. Oui. Finalement, est-ce que le testament règle un problème? Il règle la grande partie du problème. Il règle, parce que à vous écouter, c'est un testament rédigé par le défunt de son vivant. Il y a des risques à ce niveau-là. Et c'est là que je pourrais vous dire déjà qu'il y a 2 formes de testament. Disons, il y en a 3, mais c'est 2 qui sont les formes les plus usitées. Il y a le testament rédigé par la personne elle-même, le testateur, de sa main, avec les conditions requises par la loi, mais qui comporte le gros risque de receler des entraves à la loi. Ah oui, parce que ce n'est pas parce que le législateur vous donne la possibilité d'organiser votre succession que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une liberté encadrée. Non, il y a une manière pour rédiger le testament, c'est ça? Ce n'est pas tellement la forme. La forme, bien sûr, il faut 3 conditions essentielles. Il faut que ce soit manuscrit de bout en bout. Ensuite, il faut qu'il y ait la date. Et il faut qu'il ait la signature. Du point de vue de la forme, ce sont ces 3 conditions. Mais dans le contenu, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Alors, si le testament comporte des mesures qui ont violé la loi, le juge a tout loisir de l'annuler. Donc, ça nous renvoie maintenant vers la 2e forme du testament, qui est le testament sous la forme authentique, reçu par un notaire. Donc, ce n'est pas forcément le notaire. La loi a prévu 2 professionnels pour authentifier un testament. C'est soit le notaire, soit le juge. Voilà, mais dans la pratique, c'est bien entendu le notaire qui le fait. Et le notaire, son rôle, justement, lorsqu'il recueille un testament, c'est de s'assurer que la volonté du testateur est en conformité avec la loi.
Alors que quand on est en présence d'un testament écrit, qu'on appelle testament holographe, dans ce cadre-là, il n'y a personne pour éclairer le testateur. Il n'est pas forcément un juriste. Il ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire dans un testament. Vous voyez? Donc, l'annulation des testaments, ça, c'est une situation qu'on peut rencontrer, mais souvent, c'est pour les testaments holographes. Mais dites-nous, nous sommes au Bénin. Dans notre société, on a une certaine appréhension de la mort, on a une certaine vision de la mort. Quelqu'un qui rédige son testament, on a souvent ouï dire que c'est qu'il est en train de préparer sa mort. Donc, traduit dans les faits, quand vous vous mettez à rédiger votre testament, c'est que vous appelez la mort. Alors, cette pesanteur sociologique n'influe-t-elle pas sur le comportement idoine qu'on devrait avoir de rédiger des testaments pour assurer la succession de son vivant? Monsieur le journaliste, ça me fait marrer un peu, parce que c'est un discours auquel on est habitué. Voilà. C'est un discours auquel on est habitué. C'est vrai que quand certains enfants viennent poser leurs problèmes au niveau du notaire, comment faire pour aider le père, etc., et qu'on les invite à lui en parler, souvent ils nous reviennent pour dire « Ah, il a dit, c'est déjà parce que tu penses à ma mort. » Mais il n'a pas tort. Ou bien tu veux me tuer pour prendre les biens. Déjà. Moi, je ne suis pas encore prêt. Alors, vous comprenez, c'est un état d'esprit qu'il faut balayer d'un revers de la main. Parce que je vous le dis, avant l'avènement de notre code des personnes et de la famille, le testament est le seul acte que le législateur autorise un mineur à prendre sans autorisation de ses parents. Ah oui? Le seul acte que le législateur l'autorise à prendre sans l'accompagnement. Parce qu'un mineur, vous savez, il ne peut pas prendre d'acte. Oui. Il faut qu'il soit assisté par ses représentants. Mais dans le cas du testament, on l'autorise à le faire tout seul. Tellement le législateur estime que c'est un acte de portée sociale incommensurable. C'est un document, c'est un mécanisme qui apporte la paix dans les familles. Et ce n'est pas parce qu'on a rédigé son testament que tout de suite le lendemain, on en meurt. Moi, je veux plutôt témoigner dans le sens inverse. Autant le discours que vous avez tenu tout à l'heure est récurrent, autant on a vu des gens venir dans nos études et quand ils signent le testament, ils donnent l'expression de quelqu'un qui vient de se décharger d'un poids, de se vider. On a l'impression, il y en a même qui vont jusqu'à vous dire, maître, aujourd'hui je vais dormir, comme on dit, le pied contre les murs. Parce que j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des années. Mais je n'ai pas osé le faire, mais je l'ai fait aujourd'hui, je suis déchargé. Donc parce que même ils étaient déjà dans la crainte de problèmes après leur mort, c'est ça? Exactement. Généralement, on sait soi-même un peu ce qui peut advenir après son décès. Quand on est un père de famille, qu'on a fait des enfants de plusieurs lits, que déjà de votre vivant, ils ne s'entendent pas, vous voyez déjà ce que ça va être après vous. Et même quand c'est d'un même lit, les enfants n'ont pas les mêmes caractères. Et donc, le père ou la mère de famille sait déjà tel enfant, je peux lui faire confiance, tel autre, il le mérite moins, tel autre par contre, etc. Donc, ils savent qui peut faire quoi. Et donc, sur cette base-là, il est recommandé qu'ils fassent leur testament pour répartir les choses de la façon la plus harmonieuse et éviter les frictions. D'accord. Alors, monsieur Egla, dites-nous, vous qui avez vécu cette expérience qui vous a marqué d'une façon ou d'une autre, est-ce que, dites-nous, est-ce que vous n'avez pas des ressentiments à l'endroit de votre frère qui s'est comporté comme ça? Comment est-ce que le vivre ensemble a eu lieu par la suite? Et quelles sont vos relations réellement aujourd'hui? Évidemment, je lui en veux. Évidemment, je lui en veux parce qu'il s'est accaparé à lui seul tout l'héritage que le vieux nous a laissé. Je lui en veux, mais malheureusement, nous sommes dans un contexte familial où pour tout on est obligé d'accepter ce qui s'est passé, mettre le sable sur le passé là et continuer à vivre. De toutes les façons, il reste et de même mon grand frère. Donc, c'est ça.
C'est ça. Donc, c'est vrai que j'étais encore mineur quand il faisait les choses, je ne pouvais rien. Donc, c'est lui qui était le grand frère, qui était censé organiser correctement les choses pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais voilà que c'est lui qui s'est accaparé de tout pour en disposer. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire aujourd'hui alors que tout est déjà cuit. Si on vous entend bien, tout porte à croire que si vous n'étiez pas mineur, mais il y aurait bagarre. Non, mais écoutez, c'est évident. Si je n'étais pas mineur... Vous n'allez pas vous laisser faire tout de même. C'est ça, je n'allais pas me laisser faire. Et c'est là, les mots s'en suivent. Voilà. Justement. N'est-ce Voilà. pas Malheureusement. Oui. Relativement à ce que dit Monsieur Egla. Voilà, Monsieur Egla, il faut noter que toutes ces situations s'expliquent par le niveau de juridicité très peu élevé de la population. C'est ça. Parce que tous ceux qui ont acquis chez votre frère un bien appartenant à une succession, en principe, juridiquement, ils n'ont rien acheté. Et on peut le leur reprendre. Tout à fait. On peut bien le leur reprendre. Il suffit d'engager l'action idoine et la vente sera remise en cause. Très bien. Mais non seulement les gens ne connaissent pas la loi, on se dit souvent, bon, c'est fait, on boit. Ça y est. Voilà. D'accord. Maître, on va suivre à présent l'impression de quelques Béninois sur le sujet. Ils sont interrogés ici par Yasmine Damata. Et dans un autre bord, vidéo là, tu vois, et là, il y a des temps, il y a des bon, il y a des rouges. Bon, nous, mimans de Rodo, il y a, c'est que, mais des mois au pot de baie, nous, on est là quand il y a des gens, nous, à Doudéji. Sinon, nous, on ne pas attendre. Bon, même, il y a un paquet de soirs, et non, et temps, paquet dans et de stomach. Normalement, il faut établir des testaments avant le dernier jour, avant que le père ou la maman ne rende son dernier souffle. Maintenant, ce qu'on a constaté, même malgré que le testament soit établi par le père ou la maman, ça crée toujours de révolte. Parce que l'autre ne peut pas être d'accord à ce que son frère ou bien sa sœur ou bien tel membre d'une famille viennent prendre la majorité de l'héritage au détriment de ce dernier. Polygamie là qui fait qu'il y a problème. Parce que moi, je ne peux pas permettre à ce que la deuxième femme va venir prendre le même part d'héritage que la première. Et les enfants aussi. Et ceux qui ne sont pas des vrais héritiers, les co-héritiers, il y a encore ce problème d'héritage qui se passe dans toutes les familles. On va dire que votre papa s'est marié avec la bonne de notre... papa s'est couché avec la bonne et c'est les enfants de bonne qui vont venir prendre le même part d'héritage. Donc ça ne sert à rien de faire des actes et après les enfants vont commencer par faire des guerres entre eux. Là maintenant, là, même si tu meurs là, couteau même en gagnant nous. Il n'allait pas sinon parce que nous mettons une vie de qu'on a cité ou bien vivre bon il y a cité bon ici alors donner coin on a déjà vu de là il y a de bedji on a vu de là il y a de bedji ndomo et ça. Au niveau même de la jeunesse, il y a certaines personnes carrément qui préfèrent faire fi de leurs avantages en termes d'héritage et puis bon, mener leur vie sans forcément attendre des avantages qu'ils auraient eu de là parce que, vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent survenir lorsqu'on s'intéresse à sa part d'héritage. C'est tout comme si tu veux connaître le secret des dieux. Donc, ce qu'il faut faire carrément, soit l'héritage doit être mis peut-être dans les mains des autorités. On peut donner le nom des enfants, je ne sais pas, c'est mon idée. On peut donner les noms des enfants ou confier le testament à un avocat carrément. Et le père doit bien préciser avant sa mort. Si mon héritage
dois créer des révoltes entre mes enfants et ma famille. Je permets à ce que mes biens soient partagés ou soient donnés aux plus offrants. Voilà. S'il précisait cela, au moins l'avocat à qui le dossier a été confié doit prendre compte de cette partie-là que le père a précisé avant de rendre la. S'il arrivait que mon héritage ou mon testament crée des révoltes entre mes enfants ou entre les membres de ma famille, que mon héritage, il serait mieux que mes biens soient donnés aux plus offrants qui en auront vraiment besoin et qui reconnaîtront l'importance de mon héritage sans se battre. Eh bien voilà, l'avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou. Maître Akak aussi, cela vous fait sourire, visiblement. En fait, à les écouter, ils ont perçu quand même d'autres raisons des difficultés qui naissent, qui surgissent après le décès soit du père ou de la mère de famille. C'est la polygamie. C'est la polygamie. Parce que déjà, la masse de biens à partager n'est pas extensible à l'infini. Mais s'il y a une flopée d'enfants, c'est sûr que le gâteau à le partager. Voilà. Et quand on a de gros yeux parmi eux, ceux qui veulent vite s'organiser pour se l'attribuer intégralement, ils sont là. Mais ensuite, j'ai relevé tout à l'heure, l'autre élément qui crée des conflits, c'est disons, l'approche que nous avons du genre dans notre société, où on considère que la femme n'a pas de droits successoraux. Mais il est temps, aujourd'hui, plus de code date de 2004, il est temps que les Béninois comprennent que l'enfant fille a exactement les mêmes droits que l'enfant qui est de sexe masculin. Tous les enfants ont les mêmes droits. Mais quand on reste dans cette logique datant de siècles, qui réduisent la femme à une chose, je crois qu'on est dépassé par les événements. Toutes les femmes ont les mêmes droits en tant qu'enfants que leurs frères garçons. Donc c'est fondamental. Il y a le monsieur qui a relevé la situation, confié la succession à un avocat, demandé qu'on vend. Voilà, il y a beaucoup de confusion là. Tout à fait. Ce n'est pas les moins offrants, c'est pas ceux qui ont besoin, c'est l'égalité stricte entre tous les héritiers. L'égalité triste. Quand ce sont les femmes, les épouses ou les maris qui sont appelés, je dis les maris, ça se comprend, ça se comprend. Voilà. Quand c'est le conjoint survivant, pour utiliser le terme adéquat, quand ils sont plus d'un, c'est l'égalité entre eux. Il n'y a pas à distinguer entre la première, la deuxième, la troisième. Dès qu'ils sont mariés, elles sont mariées avec le défunt, elles ont les mêmes droits. Lorsqu'il s'agit des enfants et qu'ils viennent à la succession, c'est l'égalité également. Il n'y a pas à distinguer, celui-ci a besoin moins, celui-ci a besoin plus. Voilà, les critères de la loi. Mais est-ce que lorsqu'on prend l'aspect genre, la fille que le père déjà, je ne dirais pas, n'a pas tellement considérée dans son héritage, d'autant plus que vous dites tantôt que la loi autorise ou la loi oblige le père à faire une part égale entre filles et garçons. Est-ce qu'elle peut rejeter ce testament-là, bien que ça soit fait de façon légale? Ah bien sûr. Si sa part est amoindrie par rapport à ses autres frères ou co-héritiers, elle a toute l'attitude à demander au juge de rééquilibrer. Il ne s'agit pas forcément d'annuler le testament, mais de réduire là où il y a excès pour compléter sa part. Et les juges sont formés pour... Madame Akak aussi, en l'absence du testament, la loi protège quand même le citoyen. Voilà, je donne un exemple. Le monsieur il vient de trépasser. On voit dans notre société qu'il est encore à la morgue, le corps est encore à la morgue. Quand les problèmes commencent à la maison, on débarque, on chasse la femme et les enfants, on arrache les papiers de terrain, les motos de voiture et tout. On prend la clé, on ferme la porte, on s'en va. Les membres de la famille qui font ça, à quoi s'exposent-ils et quel recours
dispose, de quel recours dispose la veuve pour se faire, ou bien sûr pour se faire rendre justice? Ben, monsieur le journaliste, quand vous dites qu'ils viennent fermer, qu'ils s'en vont, ça c'est dans les hypothèses les meilleures, ça. Mais ils viennent, ils mettent la femme dehors et ils s'installent. Wow. Ils s'installent. Voilà. Carrément, hein? Ils s'installent. Alors que peut-être ils ont vu ce parent à eux, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans. Voilà, donc c'est un peu l'état de notre société. C'est l'état de notre société et tout conjoint, que ce soit homme ou femme qui est victime de cette situation, il suffit que se plaigne au procureur, qu'il s'adresse au tribunal et il sera rétabli dans ses droits. Parce qu'on lui fera adjoindre la force publique pour faire respecter la loi. Parce que le défunt qui a laissé un conjoint, qui a laissé des enfants, les frères et sœurs n'ont rien à voir dedans dans la société. Les frères et sœurs arguent, je dis bien arguent parfois du fait qu'ils ne sont pas mariés légalement. Il n'y a pas un acte de mariage devant l'officier d'État et donc fort de cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Peut-être que ce matin, il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui sont dans le cas et vous êtes une personne ressource, nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau, ils vous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cette situation? C'est vrai que quand on parle de droit de conjoint survivant, il faut le mariage. Voilà, ça c'est fondamental. Si vous vivez avec un monsieur avec lequel vous n'avez pas de lien juridiquement protégé, vous n'aurez pas de droit juridiquement protégé. Donc, quand vous pouvez faire 40 ans... Et vos enfants non plus? Non, les enfants, c'est un autre sort. Mais Je parle du conjoint. Je parle du conjoint. Parce que n'ayant pas fait le mariage, vous ne pouvez pas avoir le statut d'épouse. Et sans le statut d'épouse, vous ne pouvez pas prétendre à la succession. Dans l'autre sens aussi, c'est possible. Exactement, dans les deux sens. Maintenant, la durée de vie commune avec un homme ne fait pas le mariage. C'est ça. Il faut que les Béninois se le mettent dans la tête. Le mariage, c'est une institution, c'est un acte. Il faut que l'officier atteste que vous êtes marié. Donc, les parents ont dans ce cas-là beau jeu de s'en prévaloir pour foutre la femme dehors, ce qui n'est pas recommandable non plus. S'agissant des enfants, que ce soit des enfants nés de la veuve actuelle ou des enfants nés avant ou des enfants nés après, ils ont les mêmes droits. Sauf à observer que lorsqu'un enfant n'est pas né dans le mariage, le père, puisque c'est souvent de ce cas qu'il s'agit, le père a l'obligation de le reconnaître, de prendre un acte juridique. Il ne s'agit pas de dire « je t'accueille dans mon domicile, venez vivre avec les miens ». Il faut un acte par lequel il constate que cet enfant qui n'est pas né de la personne avec laquelle il est marié, cet enfant-là est le sien. Et tant qu'il n'a pas fait la preuve de cette reconnaissance, l'enfant n'est pas juridiquement rattaché au défunt. Et donc, il ne pourra pas prétendre à sa succession. Voilà, c'est très important. Alors là, Monsieur Egla, vous avez suivi également, comme Mme Kakossi, l'intervention des citoyens de Cotonou. Votre avis à propos? Non, j'ai suivi avec intérêt les avis des téléspectateurs. Ce que je retiens, c'est que de l'intervention de Madame aussi, c'est que même au jour d'aujourd'hui, ce que moi j'ai considéré comme déjà perdu, je peux remettre en cause les ventes que mon grand frère avait déjà effectuées, je crois, une dizaine d'années plus tôt. Cependant, ce que me fait ma crainte là, c'est que nous sommes dans un contexte sociologique où, quand tu vas au village et tu poses ce problème aujourd'hui, soit c'est ta maman qui te, quand vous dit « Ah, mon frère et mon garçon, voilà telle personne qui a acheté ça là, tu sais qu'il est fort dans telle chose, tu sais, avec beaucoup de tu sais, tu vois ton droit comme ça, mais tu ne peux rien dire. Parce que ta vie finalement sera exposée. Donc on tient compte de tout ça et c'est ce qui s'est réellement passé, on tient compte de tout ça là pour mettre du sable sur ce qui est vraiment de droit
pour évoluer. Oui, mais ailleurs, ça se fait. Maître Akank aussi. Vous avez dit ailleurs. Je passe sous votre contrôle. Est-ce que ce n'est pas ces cas-là qui font que des gens sont dans des domaines 10 ans, 15 ans, 20 ans après, un beau jour, les engins débarquent et cassent leur maison parce que, entre-temps, quelqu'un qui est peut-être dans le cas de M. Ega, s'est fait rendre justice, et puis on dit, bon, la décision de justice, là, il faut exécuter. Tout à fait, c'est un droit. C'est un droit tant qu'on n'est pas tombé sous le coup de la prescription, qui c'est une durée au cours de laquelle on peut agir. Si la prescription n'est pas tombée, vous pouvez revendiquer. Mais je crois que la crainte, c'est les sorciers. Comme Parce que ça là, il y a quand même le notaire n'est pas ébaillé. C'est les sorciers. C'est les sorciers. Mais effectivement, ce qui se passe dans les villages, c'est vrai que j'ai eu, enfin, pas mon cas précisément, mais j'ai eu connaissance de situations. Mais les gens ne devraient pas hésiter à en finir avec des héritiers qui réclamaient. Voilà, qui comme moi n'ont pas eu la sagesse de se calmer, mais qui ont vraiment voulu revendiquer. On a fini avec eux. En quoi faisant? Quand vous dites finir avec eux, c'est quoi? Ok, si deux frères qui ont pris l'initiative de réclamer ce qui leur revenait sont décidés de suite en un mois. Comment vous pouvez comprendre ça? En un mois, les trois sont morts. Pas par accident, c'est-à-dire qu'un meurt aujourd'hui, on enterre 2 jours après, une semaine après, l'autre s'en va, une semaine, le troisième s'en va. Et c'est les trois qui ont pris l'initiative. Et là, on soupçonne les acquéreurs de ces biens-là. Écoutez, nous sommes dans un environnement où la réalité est là, on la touche de doigt, mais si vous risquez, c'est-à-dire que vous allez empathie, donc... Monsieur Egla, avec votre permission, je crois qu'il ne faut pas être tout le temps frileux. Il ne faut pas être tout le temps frileux. La loi est faite pour être respectée. Si on est frileux, ces modes de fonctionnement vont perdurer. L'essentiel, lorsque vous prenez la décision de défendre vos droits, vous prenez les précautions nécessaires. Il se peut que ces personnes dont vous avez parlé se sont laissées empoisonner. C'est possible. Mais quand vous êtes dans ce combat, n'allez pas manger n'importe où. Vous prenez vos distances et vous faites aboutir votre cause. Mais c'est fondamental. Si on ne le fait pas, nos enfants, nos petits-enfants seront toujours là en train de craindre qu'un grand frère... il vaut mieux se préparer au combat. Franchement. mais finalement, Maître Akank aussi, comment faire un partage à l'amiable? Oui, le partage amiable est toujours possible. Il suffit que les parties concernées parlent le même langage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours celui qui veut avoir la part du lion et l'autre qu'on veut brimer. À qui on veut donner une portion congrue. Voilà, et si cette personne, elle se laisse faire piétiner, ça passe. On aura fait une liquidation à l'amiable, quelqu'un aura pris beaucoup plus que d'autres. Mais lorsque celui à qui on veut donner moins décide de réclamer ses droits, il y aura conflit. Les conflits sont faits pour être réglés. Saisissez le tribunal. Et le nécessaire sera fait. Maître Akank aussi, nous avons en direct dans cette émission ce matin Maître Damien Falana. Il est avocat au barreau de Cotonou. Maître Falana, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir, Maître Akank aussi. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous-même? Ça va bien, merci. Alors, nous parlons ce matin de la succession et des drames qui s'en suivent. Vous qui êtes avocat, je suppose que vous avez déjà été au parfum de ces affaires et que vous en avez certainement défendu. Dites-nous comment l'homme ou la femme, le parent, devrait organiser la succession pour éviter les drames après son départ. Bon, après son départ, vous aviez déjà une personne qualifiée sur le plateau. Tout à fait, on a eu beaucoup d'éléments. Akank aussi qui est là. Et donc, organiser son départ, le mieux, c'est de faire un testament. OK. Elle en a parlé. Cela fait qu'après le décès, les dispositions testamentaires seront respectées avec le notaire devant lequel le testament a été fait. Alors, mais Maître Falana, il est jeté souvent une grosse pierre, un gros pavé dans la mare de vous, les avocats. Il paraît que c'est vous qui encouragez les gens à contester les testaments et qui les défendez pour que le testament ne soit pas
disons, accepter et puis appliquer. Non, on ne va pas dire que l'avocat encourage un justiciable à mener une action. Et il faut juste faire remarquer que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Et donc, s'il y a une personne qui estime que le testament a été fait en faute de ses droits, et dans ce cas, on ne peut pas lui reprocher le fait de se porter devant la justice et donc de se faire assister par un avocat pour que sa cause soit entendue. Mais si, entre-temps, sa cause a été entendue, que vaut alors ce testament que le défunt s'est donné la peine de rédiger, de réaliser devant un notaire? Le testament en lui-même, le notaire est le spécialiste de la chose. Oui. Et donc, il y a des dispositions que le testament doit respecter, forcément. Il y a un testament, par exemple, ne peut pas déshériter une personne. Et donc, si le testament en lui-même respecte les obligations légales, a été fait dans le cadre du Code des personnes et de la famille, et il me semble bien que la contestation ne pourra pas prospérer autant que faire se peut. D'accord, d'accord. Alors, maître, dites-nous, dans le cas où le testament est respecté, chacun a eu sa part de l'héritage. Et puis, il se fait que parmi les enfants, quelqu'un se lève, oublie cette histoire de testament et s'attaque aux autres pour pouvoir leur arracher leurs biens. Dans ce cas, dans ce type de figure, quel comportement les autres devraient adopter, étant entendu que nous sommes toujours de la même famille? Bon, ce qu'il y a fait dans ce cas, c'est déjà de se référer toujours à la justice pour que leur cause soit entendue. Parce que la personne qui conteste, il ne s'agira pas de se lever alors qu'un partage a été fait selon un testament. On a accepté la chose, on a d'abord accepté d'être héritier et puis on a accepté le principe du testament. Les dispositions ont été exécutées et donc on ne peut plus normalement remettre ça en cause. C'est ça. Lorsque c'est le cas et qu'en famille, on ne peut pas régler la chose, on ne peut donc que se porter devant le tribunal pour lui faire entendre raison. C'est ça. D'accord. Alors, Heureuse, vous avez une question pour maître peut-être la dernière qui serait de savoir, bon, on a certainement des cas où le papa ou la maman n'a pas fait de testament. Aujourd'hui encore, beaucoup hésitent à le faire. Et le partage se fait au sein de la famille, comme ça. Et on ne s'entend pas. On vous demande d'accompagner. Comment ça doit se faire? Sans testament. Lorsque la personne décède, il faut d'abord faire un conseil de famille pour désigner les liquidateurs de la succession. Et ces personnes, la loi leur donne 3 mois pour faire un inventaire. Lorsqu'ils finissent de faire un inventaire, voilà, ils font ce qu'on appelle un PV de clôture qui est soumis au tribunal pour homologation pour voir en réalité qu'est-ce que la personne a laissé, quel est son patrimoine aussi bien au niveau de son passif que de son actif, surtout de son actif qui intéresse les héritiers. Et à partir de ça, les héritiers sont libres de proposer un plan de partage. Ils peuvent même se porter devant un notaire pour que la chose se fasse devant un notaire. Et après cela, le PV qui sera fait est ramené au tribunal pour être homologué. C'est ça. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas, c'est que le partage doit aussi être fait par le tribunal en respectant le code des personnes de la famille. D'accord. Mais permettez rapidement, hein, c'est une question de relance, très rapidement. Juste une petite minute. Oui, très rapidement. On a un souci souvent, c'est que ce conseil de famille qui siège, beaucoup, les enfants disent le plus souvent, ils n'ont pas été sollicités, ils n'ont pas été associés. Qui doit siéger à ce conseil de famille? À ce conseil de famille, il faut que tous les héritiers siègent. Cela voudrait dire que pour être opposable à un héritier, il faut l'avoir régulièrement convoqué. Et qu'il ait émargé ce procès verbal de conseil de famille et qu'il soit également convoqué pour l'audience devant le juge, voilà, qui se chargera, disons-le, d'homologuer ce procès verbal de conseil de famille pour pouvoir désigner les liquidateurs de la succession.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Maître Falana. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Cotonou. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté ces éclairages ce matin. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. C'est moi qui vous remercie, mais il s'agit du barreau du Bénin. Il n'y a que seul barreau au Bénin. Ah, barreau du Bénin, d'accord. Allez, merci. Merci beaucoup pour l'éclairage. Oui. Je vous en prie. Alors, Maître Akankossi, Monsieur Egla, nous revenons sur ce plateau. Ça va être votre dernier tour de table pour clôturer ce débat. Si vous devriez donner des conseils ou bien vous devriez clôturer cet entretien, que diriez-vous? Ok, si je dois donner un conseil, d'abord, c'est inviter les parents, c'est inviter chaque individu à avoir un testament. Un testament, il n'y a pas d'âge pour le faire. Même à 10 ans, on peut faire un testament. Si, chemin faisant, vous estimez qu'il faut le modifier, vous avez la latitude de retourner voir votre notaire pour le modifier. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Maître Véronique Akankossi de Guénon, si vous devriez clôturer ce débat ce matin. Oui, c'est la prise de conscience que les uns les autres doivent avoir pour penser à l'après-soi. Parce que pendant que nous sommes là, nous sommes forts, nous décidons, etc. Mais il arrivera un moment où on ne pourra plus rien décider. Oui. Et c'est les autres qui décident à nos lieux et places. À ce moment-là, laissez des indications qui puissent servir de guide. On a vu parce que quand on parle de testament, on a focalisé sur les biens, mais ce n'est pas que les biens. Ce n'est pas que les biens. Le testament peut vous permettre de régler pas mal de situations pour lesquelles vous auriez souhaité laisser des indications. On a vu des gens dont les dépouilles ont été disputées dans tous les sens. Vraiment. Parents paternels, maternels, mari. Exactement. Non, mais il y a des situations où, quand on sort le testament, tout le monde se met au garde à vous. Voilà. Tout le monde Vivement se met. Que le testament de tout Maître, on aura le temps de vous retrouver peut-être, pourquoi pas, sur un espace juridique qui va certainement naître bientôt dans la grille des programmes de la télévision B24. Et comme ça, on va pouvoir donc donner beaucoup plus de conseils aux concitoyens. C'est vraiment un sujet sérieux, important. Vraiment sérieux. Merci à vous, Maître Véronique Akankossi de Guénon. Je rappelle que vous êtes notaire à Cotonou, vous n'avez pas de barreau. Non. Vous avez la chambre de notaire. Voilà. Monsieur Aimé Egla, merci d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Beaucoup de courage et surtout... et prenez exemple sur ça. Faites votre testament. C'est ça. Oui. Allez, mesdames, messieurs, on va boucler la boucle. Nous, on prend une petite pause. On vous retrouve après. Et nous sommes de retour sur le plateau matinal de Nopiden. Et tout de suite, mesdames, messieurs, sans autre forme de procès, c'est avec us et coutumes que nous allons enclencher le nouveau tournant. Les Yom sont connus pour être appelés les Pila-Pila. Pila-Pila, c'est extrait de l'une des parties de la salutation chez les Yom. Les Yom saluent, ils aiment saluer, parfois ils sont contraints de saluer, mais de façon très longue, avec un accompagnement musical singulier. C'est un genre musical un peu à part, qui n'est pas la chanson, qui est la salutation, mais qui a une certaine esthétique à rivaliser avec la chanson, avec les orchestres et tout ça. Une tierce personne, si vous voulez, un saré ou un saka, on se rencontre. Semebania, marosé à la fia, et Sembania, banebe à la fia, ça peut continuer. On va requérir la santé de la famille.
quand il y a une interrogation, ça requiert le qui est, si vous voulez, l'acquiescement. Mais le soubassement musical, c'est les bien évidemment qu'il y a un dialogue, parfois même un règlement de conflit, de contentieux dans la salutation. Parfois dans la salutation, l'un des participants peut même parler à quelqu'un, mais revenir dans la salutation qui continue et ça peut durer 30 minutes. Je vous croise donc, on doit se saluer et si on doit entrer dans la façon typique de la salutation Yom, forcément on la fera bien différemment que les autres ethnies. Elle sera plus longue, elle sera plus rythmée, mais de plus en plus c'est bousculé parce que les jeunes sont un peu plus pressés. Mais sinon ça demeure parce que même quand vous êtes pressé, il y a une certaine obligation, par exemple, liée à la famille, si vous voulez, à la belle famille. Même quel que soit le rendez-vous qui vous attend, si vous croisez un membre de votre belle famille, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes pressé, limiter la longueur de la salutation à quelques secondes. Donc, primo, il faut savoir saluer, il faut être disponible à saluer. C'est très important, c'est très vital, c'est un élément d'intégration sociale. De la naissance au départ à l'au-delà, vous êtes, on va dire, nourri de ça. Vous participez forcément, de gré, bon gré, mal gré, vous participez. Donc, le plus souvent, quand vous êtes disposé et que vous aimez fournir des efforts, ça vient tout naturellement. Parce que pour les jeunes, c'est souvent à genoux. Quand vous n'aimez pas faire les efforts, vous trouvez peut-être des astuces pour contourner, c'est à genoux. Pour les notabilités, quand on est prince, comme moi je le suis, c'est couché. C'est-à-dire, vous vous étalez pour saluer une notabilité qui sait que vous êtes prince. Eh bien, nous étions chez nos parents, les Yom, et oui, si vous voulez encore les Pila, avec aujourd'hui la manière de saluer, la salutation chez les Yom, et vous avez donc compris que si vous êtes Yom et que vous avez un rendez-vous, peu importe le rendez-vous, vous risquez de faire 30 minutes de salutation d'abord. Oui, on vous salue. On vous salue. Voilà, c'est la musicalité. Pendant 30 minutes. Ben oui. C'est ça la richesse de nos cultures. Vous savez, le modernisme nous a amenés à être pressés. Oui. On est rapide, on est pressé, on n'a pas le temps, on ne se consacre pas du temps pour soi et on ne consacre pas du temps pour les autres. Voilà, on est toujours parti, mais si vous arrivez dans la société Yom et la personne ressource l'a dit, si vous avez, peu importe le rendez-vous que vous avez, je suppose que vous avez rendez-vous avec le président de la République et que vous rencontrez votre parent ou bien votre beau-parent. Le rendez-vous est annulé. Non, pas du tout. Si j'ai accès direct au président de la République, j'appelle, il décroche et puis il entend, il comprend ce pourquoi je suis en retard. Ah non, avec son calendrier, son agenda chargé, il ne va pas vous attendre que vous finissiez de vous saluer pendant 30 minutes. Il va tout entendre. Allez, chers parents Yom, et oui, c'est ça la richesse de notre culture et de votre culture. Je crois même que c'est pareil au sud Bénin. Ah ben oui, il y a une région au sud Bénin où on commence, on dit, bon, mais il faut aller à Unko. Et quand les Unko commencent, c'est que ça peut durer. On demande après tous ceux qui font partie de cette famille-là. Ah ben oui, c'est comme ça. Nous pensons que c'est une perte de temps, mais ce n'est pas une perte de temps. C'est la transmission de nos valeurs. C'est comme ça que ça se fait chez certains peuples de notre pays. Et nous respectons tout ceci. Bon, maintenant, avec le modernisme, où on sait que, attention... bonjour. Aujourd'hui même, là, on ne salue même plus. Non, on se dépasse allègrement. Non, normalement, on devrait
se saluer. Vous imaginez que vous et moi, on arrive sur ce plateau, on ne se salue pas d'abord dans les coulisses, dans la préparation de l'émission. Ça va même pas être bizarre. On ne salue pas les téléspectateurs, ils vont se dire, mais attendez, bon, ils sont encore propriétaires de la télécommande, donc ils vont zapper. Ils zappent et nous aurons raté notre mission et émission. C'est clair. Allez, ce qui est sûr, pourquoi pas, on fera une immersion en milieu yom pour apprendre à être patient. Ça pourrait nous apprendre, nous réapprendre à être patient. Vraiment, hein? Mais oui. Parce que quand vous avez une émission, à telle heure et que... Non, il n'y aura pas de salutation. Il y a des fois où on démarre la voiture à 4 h du matin, on dit, allez, il faut rapidement. Allez, mesdames, messieurs, c'est ainsi. Merci à notre personne ressource. Vous savez, maintenant, nous sommes en plein mercredi et vous le savez, nous l'avons annoncé, que les mercredis désormais, vous le savez déjà, c'est nos artistes qui ont le pouvoir à partir de la 3e tranche de l'émission. Bien sûr. Et nous en sommes à cette tranche et nous allons installer notre invité avec ceci. Timothée, de la salsa. Non, Timothée, il fallait attendre que... Bon, d'accord, je comprends. Olua Camille, bonjour. On a Camille ici. Bienvenue sur ce plateau de Nopiden. Merci beaucoup. Merci d'être là, franchement. Alors, mais dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de réécouter cette chanson « Bonjour chérie » Ça me fait plaisir parce que je vois qu'aujourd'hui, le travail devient un peu dur. Avant, c'était des inspirations fraîches, bien faciles. Hein. On ne savait pas là où venaient les inspirations. Mais aujourd'hui, tellement les choses ont changé là. Tu peux tout faire, tu peux crier dans une chanson, ça ne prend pas comme ça. N'est-ce pas? À l'époque, il y avait des cabines téléphoniques. Oui, il y avait des cabines. Vous pourriez aller appeler votre... Ou vous êtes d'ailleurs allé appeler votre chérie. Bien sûr. Il y avait des cabines, il n'y a plus de cabines. Aujourd'hui, il n'y a plus de cabines. Vous l'appelez sur votre téléphone portable, c'est ça? Oui. Voilà, c'est plus pratique. Alors, mais Olua Camille et la musique, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire qui a commencé comme ça au détour d'un chant. Et puis... Olua Camille est devenue la diva qu'on connaît aujourd'hui. Si on devait raconter une toute petite histoire de votre parcours, qu'est-ce qu'on dirait? Si je peux peut-être commencer par le début, j'allais juste dire que Olua Camille était choriste de bas âge. Hein. Tu sais, dans Christianisme Céleste, tu te retrouves avec Kamayoku et tout. On dit elle est une chanteuse aussi. Voilà. Donc j'avais commencé par là. À un moment donné, je commençais à composer des chansons comme ça, quoi. Donc, je disais à ma maman, on était au village, donc je lui disais, moi, je vais sortir à la télé. Tu as qui là-bas? Parce que pour sortir à la télé, il faut avoir quelqu'un là-bas. Maman vit toujours. Oui, elle est... ben voilà, et elle a vu le vœu se réaliser. Bien sûr. Donc, quand on se retrouve dans les champs, en train de travailler au champ, je chante les chansons de église, quoi. Tu vois, je chante les chansons religieuses à l'église, les cantiques. Et maman, on dirait, mais allez, quand nous allons ton télé, C'était ton rêve. C'était vraiment mon rêve. Voilà. Le rêve s'est réalisé. Oui, ça s'est réalisé. Alors, mais aujourd'hui, comment voyez-vous le public béninois qui, quand on entendait la chanson au montage, tout le monde disait cette chanson-là, quelle femme ne l'a pas chantée, ne l'a pas fait écouter à son petit copain de la rue. Vous l'avez fait, vous? Il paraît. Il semble... Non, confirmez-nous. Ce qui est sûr, il nous suit en direct. Hein, donc, ça lui rappelle des choses. Oh, pardonnez. Mais le public d'avant, on sait que le public a fait Camille. Mais aujourd'hui, est-ce que le public est toujours avec Camille? Oui, il faut comprendre quelque chose. Hein.
ton public reste toujours avec toi. Si tu essayes d'être toujours dans le même gamme. Voilà. Mais tu sais, à un moment donné, on commence à avoir envie de mieux faire, de faire les choses qui... de nouvelles générations. De la nouvelle génération, voilà. Au point où on change un peu de cadence, on voit qu'il y a des vrais fonds qui sont toujours là pour dire Kemi revient à la source. Voilà, salsa, c'est dans ça, on te connaît. Donc je peux avouer que mes publics sont tout le temps avec moi. Et quand je sors, je me retrouve, parce que je ne suis pas une femme qui sort, qui rentre dans des milieux, façon dans les bars, non. Mais quand je me retrouve une fois par an, parmi mes fans, je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment émus de rencontrer Oluwakemi. Donc, ça fait plaisir quand même. Alors, Oluwakemi, c'est vrai, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je propose que nous regardions déjà le clip de cette chanson que nous avons en fond sonore. On va regarder un bout, on va revenir parler de l'histoire de cette chanson. Timothée, on y va. Oluwakemi, le titre Agueté aura alimenté beaucoup de polémiques. Alors là, ouais. Un titre qui... Ça aurait été bon pour certains, un règlement de compte. Voilà. Dites-nous, est-ce que Agueté... Qu'en est-il? Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de vérité. Est-ce que Agueté était en réalité un règlement de compte entre vous et plusieurs... Bon, on se tutoyait déjà, non? Entre toi et plusieurs autres personnes. Dis-nous la vérité aujourd'hui. Sans appeler de nom. Hein. Je ne peux pas appeler un nom. Je peux avouer, affirmer que c'est une chanson de frustration. J'ai été frustrée à un moment donné. Tu sais, il y a des moments où tu vis dans une situation très compliquée, tu n'as pas de moyens, tu te bats toute seule. Et dans le même temps, on te critique, on t'insulte. Et on t'accuse des choses que toi-même là, tu ne sais pas en fait. Donc, un jour, j'étais dans mes frustrations là. J'ai appris. J'ai dit, mais je ne suis pas du genre, je ne suis pas une femme que les gens croient. Celle qu'on décrit là, voilà. C'est pas Kemi ici, elle est pute, elle est à galeto. Et quand tu vérifies vraiment, tu sais que ça énerve. Voilà, donc je peux affirmer que c'est une chanson de frustration aujourd'hui sur ce plateau. Et beaucoup m'ont dit, Kemi, tu écoutes trop les ondes. Je tiens vraiment aujourd'hui à demander mes excuses. Qu'à un moment donné, pas des problèmes, des frustrations, j'ai d'abord lâché la prière. Ce qui fait que je suis rentrée dans des mouvements bizarres et aujourd'hui, je tiens à demander pardon à mes fans. Eh bien, voilà, pardon. Les pardons sont accordés. Ils ont accepté, oui. Voilà. Alors, Kemi, c'est aussi l'amoureuse pratiquement, quand on prend un peu le clip du jour que nous avons choisi, comme ça, où je t'aime à la folie. C'était quoi l'histoire de cette chanson? On voit une femme qui a donné son cœur, qui a donné son corps. On voit une femme qui s'est engagée dans une relation. Comment est-ce que l'inspiration de cette chanson est arrivée? C'est quoi l'histoire de la chanson?
Je peux dire que je suis une femme un peu romantique. Donc, parfois, j'aime chanter l'amour, j'aime parler de l'amour. On a d'ailleurs connu Camille avec ça. Ouais. L'amour toujours. L'amour est toujours l'amour. Voilà, j'aime chanter l'amour. Quel que soit ce qui va se passer, il n'y a pas un moment où je n'ai pas envie de composer une chanson de l'amour. À un moment donné, les gens parlent de ça. Ah, Camille, donc, on va changer, caca, tu vois. Je me retrouve toujours. Plus dans ce registre. Voilà, donc et Dieu est amour. J'aime l'amour, je suis amoureuse. Amoureuse. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un petit crochet dans la vie privée de Camille? Ouais, pourquoi pas? Parce que Camille, c'est quand même une mère. Ah, mais voilà. On a eu à un moment donné votre petite fille qui chantait. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec sa carrière? Est-ce qu'elle a déjà une carrière ou... Bon, si je lui donne l'opportunité d'en faire une carrière. Vous n'allez pas lui donner une opportunité? Bon, ça ne me plaît pas trop, mais j'aurais voulu qu'elle chante pour Dieu, de base, quoi. Okay. Parce que moi, c'est vrai, j'étais née dans une chorale et tout, mais bon, de base, je n'ai pas chanté pour Dieu. Je sais qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va me conduire par là. Voilà. Ce serait avec bonheur. Ouais. Ah, pourquoi pas. C'est magnifique, hein, Timothée. Merci pour ce magnifique travail que tu fais ce matin. Voilà. Vous avez constaté avec moi? Ben oui, c'est ça. Voilà. Allez, mais Oluwakemi, on sent une sorte de réticence de permettre à votre fille de s'engager dans le showbiz, dans la chanson. La chanson vous a déçu, l'art vous a déçu, c'est pourquoi, si elle décide de faire le même travail que vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? À un moment donné, j'avais peur d'afficher ma fille. Parce que je me dis, bon, au milieu, mettons, on parle beaucoup de ça, mais moi, j'adore Dieu. Donc, je peux permettre à ma fille de chanter, mais pour Dieu. C'est ça. Voilà. Tout simplement. De magnifier le Seigneur. C'est mon rêve. Je ne sais pas ce que Dieu a écrit sur Exaucé. C'est ça. Mais c'est mon rêve. Elle s'appelle Exaucé. Voilà. Exaucé, d'accord. C'est mon rêve à moi. Et je ne l'empêche pas. Ce que je veux d'elle, c'est qu'elle aille à l'école. C'est ça. Moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, je veux qu'elle fréquente, qu'elle devienne une bonne dame, une dame que je rêve tant. Si Dieu le veut bien. Parce que la volonté de Dieu soit faite sur elle. Donc, à part ça, elle a son travail et elle chante pour Dieu. Elle chante, c'est ça. Déjà, elle chante déjà à l'église et beaucoup aiment ça. Ah ouais? Son pasteur aussi aime ça. Ah ben voilà. Ça commence bien apparemment. N'est-ce pas? Ben oui, vivement que ça continue. Hein. Mais est-ce que c'est facile pour, selon Camille, être artiste? C'est facile d'être artiste au Bénin? Non, c'est pas du tout facile parce que nous avons un public... que parmi ce public, il y a des gens qui sont là seulement pour dire des choses qui peuvent te détruire le moral. Donc, tu n'as pas le moral intact pour faire des choses qu'il fallait, en fait. Donc, d'abord, ça peut jouer sur toi. On n'a pas le moral, en fait. Les artistes, il y en a pas parmi nous qui peut dire, bon, comme moi, je suis star, je suis à l'aise dans mon cœur. Tout va bien. Tout va bien. Non. Voilà. Vous essuyez toujours on n'a pas aussi la visibilité qu'il nous faut. Ah, et parlant de visibilité, nous, on fait ce qu'on peut. Hein? Oui, et ce plateau, chers artistes, si vous nous suivez ce matin, venez seulement. On va vous accueillir. Ça se passe tous les mercredis. Mais Camille, est-ce que... on va parler ainsi de ton actualité, parce que la dernière sortie, ou l'avant-dernière sortie, et nous, on est à la télévision, donc c'est les visuels qui nous intéressent. C'est le titre Pakpato, où vous attaquez la chanson en vous disant, ben, c'est le porc qui reproche au mouton d'aller au lit sans être se laver. Pakpato, on va regarder un bout, mesdames, messieurs, et on revient. Ils disent malade de moi, qu'ils en disent autant de moi. Oui, de la nous ne veut de oui, mais de y nous pour me wesi. Vocadier, rendouzano de Podorico. Avant de nous mettre une sous-bon, allez nous entendre.
fide a bono no. Ao de con kakata na wa fia no palue. No ma fombo chito era uma fide a bono no. Focadie, focadie, Et ça encore, c'est une frustration? Non, ça, analyse, ouais. Carrément, hein? Ah ben, voilà, aussi banal comme réponse. Ah ben, elle est terrible. Alors, Oluwakemi, mais quelque part, vous commencez la chanson en vous disant, ben, vous avez beau me critiquer, mais je serai toujours votre motivation. Est-ce que c'est pas de la provocation à la fin? Non, ben, tu sais, aujourd'hui, je vois que les gens disent, ben, Kemi, vraiment, hein. Il y a d'autres qui disent, bon, il y a une grande sœur qui a été critiquée, oui, parmi nous. Oui, 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 on va pas appeler son nom ici. Tu as déjà compris. Oui, bien sûr. Donc, beaucoup disent, à part grande sœur là, on parlait de critique de cette grande sœur, mais Kemi là, c'est encore autre chose. C'est encore pire en fait. C'est comme si je suis née pour être critiquée. Non, il faut dire que vous les artistes, enfin, avec les réseaux sociaux, vous êtes sur les feux des rangs. Moi, je ne connaissais pas les réseaux sociaux. C'est ça. Mais pourquoi j'ai été critiquée comme ça? Parce que vous êtes la motivation des gens. Mais alors, Oluwakemi, vous chantez aussi beaucoup la femme. Il y a un clip, Je ne trahis aucun secret, qui est en préparation actuellement sur votre dernière sortie, où vous avez fait une bonne rumba pour rendre hommage à la femme. Pour vous, que représente la femme? Pour moi, la femme, nous si ouais. Nous Vous maîtrisez bien le français, mais pourquoi il vous arrive de dire tout en fond comme ça? Parce qu'il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer en français. En fait. Ça. Donc la femme, je peux dire en un mot, est une perle rare. Voilà, c'est ça, c'est une perle rare. Ah ben Kemi, quelque chose pour les téléspectateurs sur votre prochain album ou l'album en préparation? En live, en direct comme ça, qu'on va découvrir. Là, je suis au studio, je travaille. Donc, comme ça tarde un peu, je lance un petit single pour leur dire, je viens. Ah, d'accord. Que tu es en route, quoi. Je suis en route. Mais oui, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je n'ai pas encore calé une date par rapport à ça. Mais je sais que bientôt, les choses vont recommencer. Je m'appuie sur la demande de Madame Danonde pour dire, mais est-ce que déjà, en toute exclusivité, en a cappella, en live comme ça, vous pouvez nous offrir quelque chose qu'on n'a jamais encore entendu nulle part? secret. Ah ben oui. Vileto, nous bajegbe owere suje katun. De kainche antundo hocheme. Akuino kaka na levoa. Asuche. Nous bajegbe owere suje katun. De kainche antundo hocheme. Akuino kaka na levoa. Emoedo madremia, emoedo makumba, mendeleka moedo Pekin, bole moedo Miami, fofoche kakweedo Miami, significa kaipari, eko doce, tuno dada me ako anado gudo tondo gamin, sans attendre gamin, oui mais tondo gamin en exclusivité. Bravo Kemi, en toute exclusivité. Franchement. Kemi était à la maison ce matin, mesdames, messieurs. Et oui, on va retrouver certainement ce titre sur son prochain album. Eh bien, ce fut un plaisir de vous avoir, disons, offert tout ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, déjà, ce sera avec le binôme Esmeralda et Rock. Le binôme Esmeralda et... Allez, en tout cas, je ne dis rien. Il comprend, mesdames et messieurs. En tout cas, mesdames et messieurs, merci. Oluwakemi, merci à vous. On vous retrouve très bientôt. Venez comme vous voulez. Ici, c'est votre maison. Nous, on est là pour vous servir. Merci beaucoup. On va rester ensemble, on danse sur le... Bien sûr. Ah, d'accord. Allez, Timothée, on y va.